Alors, bonjour tout le monde et bienvenue aux ateliers de formation là, sur la mouche du bleuet. Alors, si vous permettez, là, on va commencer tout de suite. Alors, les objectifs du projet, c'est quoi? En fait, pour ceux qui ne le savent pas, le Club Conseil Bleuet là, est impliqué depuis au moins 3 ans, là, et même en fait 4 ans, dans le dépistage de mouche du bleuet à l'échelle régionale en collaboration avec le MAPAC. Dans le fond, on a fait un projet de recherche là, qui incluait le dépistage, mais aussi des essais avec des insecticides qui étaient comme non homologués, qu'il fallait adapter la méthode d'application dans une culture en plein champ comme le bleuet nain, mais aussi, dans le fond, on va dire la réalisation, l'élaboration de stations de biosécurité qui sont adaptées pour la production de bleuets, et on en a fait aussi la sensibilisation auprès des producteurs. Donc, les ateliers auxquels vous assistez aujourd'hui, c'est des ateliers qui visent à donner des outils aux producteurs afin qu'ils puissent établir et faire l'autodiagnostic de leur bleuetière, et ce qui va leur permettre d'utiliser les meilleures méthodes de lutte contre le ravageur, évidemment là, selon l'importance de la problématique et puis les particularités de leur entreprise. Alors, si vous me permettez, on va y aller avec un petit plan de formation, là. La formation va être divisée en 6 modules distincts. Euh, Aujourd'hui, là, on est réunis pour les modules théoriques, c'est-à-dire il y a 4 sections. La problématique de la mouche du bleuet, donc si vous voulez une forme d'introduction. Ensuite, la mise en place d'un réseau de dépistage, donc comment faire le dépistage dans sa bleuetière, le contrôle conventionnel et biologique de la mouche du bleuet, et une partie très importante là, sur les mesures de biosécurité. Et ceux qui vont, après la formation, je vais vous inviter à venir me donner votre nom, ceux qui sont intéressés à suivre un atelier pratique, accompagné de leur conseillère en petits groupes qui va être organisé dans les prochaines semaines, dès qu'on va avoir des captures là, pour qu'on puisse les observer. Donc, c'est un atelier là, qui va viser l'identification de la mouche du bleuet sur un piège collant, et aussi là, la réalisation de tests de larves. Alors, on peut commencer tout de suite avec une petite introduction à la problématique de la mouche du bleuet. Alors, vous le voyez, c'est notre ravageur, vous le voyez à l'écran. Pourquoi je l'ai mis à côté de la tripette noire des cerises? C'est dans le quotidien d'un dépisteur, euh, on va rencontrer les deux insectes de façon très souvent, là, autant quasiment l'un que l'autre. Des fois, il y a même plus de tripettes. C'est normal, là, les cerisiers sont partout en forêt autour de nous, alors la tripette aussi est présente. Heureusement, je vous rassure, là, la tripette noire s'intéresse pas au bleuet, mais comme vous pouvez voir, les deux insectes sont presque entièrement similaires au niveau de la taille, au niveau même du pattern en F sur les ailes. Je tiens à attirer votre attention sur les deux points là, que vous voyez à droite, un point sur chaque aile là, de la tripette noire des cerises, ce qui nous permet d'identifier la mouche du bleuet, dans le fond, de ne pas confondre la mouche du bleuet avec la tripette noire des cerises. C'est très important parce que dans une bleuetière, détecter la mouche du bleuet, comme par exemple une première fois, c'est quand même un signal dans lequel ça veut dire qu'il faut mettre des mesures, établir un plan de biosécurité, ce genre de choses-là. Euh, donc, il faut pas confondre les deux espèces. Alors, si on y va avec un petit cycle vital de la mouche du bleuet, c'est simple. Si vous permettez, on va commencer par la fin, là, la pupe à l'hiver, puis on va faire le tour. Alors, dans le fond, l'insecte passe l'hiver sous forme de pupe, un genre de cocon, si vous voulez, dans le sol, enfoncé de quelques centimètres dans le sol. Ensuite, ils vont émerger là, en juin, euh, et ils vont aller pondre mi-juillet, 20 juillet dans ces eaux-là, là, autour, dans les fruits qui sont mûrs. En fait, ils s'intéressent seulement aux fruits qui sont mûrs. Ensuite, l'œuf va éclore, la larve va se développer en mangeant le fruit. Très souvent, le fruit va tomber au sol. La larve, ensuite, quand elle va terminer de se nourrir, elle va le sortir, elle va s'enfoncer dans le sol. Et l'année suivante, euh, on recommence le cycle. Donc, l'insecte va émerger de sa pupe là, dans le champ en végétation. Parce que, ben, tu sais, dans le fond, cette année-là, le champ va être devenu en végétation. Donc, elle va sortir, elle va se déplacer dans le champ en production, et le cycle est reparti. Alors, comme je vous disais, ce qui m'amène à vous parler, à faire du transfert technologique, si vous voulez, je peux vous parler de ce qu'on a réalisé dans les 3 dernières années. C'est vraiment un dépistage à grande échelle, comme je vous ai dit, en 2021, 2022, 2023. À chaque année, une quarantaine de sites. Comme vous pouvez voir, là,
on avait des sites dans toutes les MRC de la région. On s'est concentré surtout sur les MRC là, qui sont des grandes productrices de bleuets, comme Domaine du Roi et Maria Chapdelaine. On avait une quarantaine de sites, comme je vous ai dit. Alors, si on s'intéresse aux captures, comme vous pouvez voir, pardon, comme vous pouvez voir, là, les captures, on a capturé quand même beaucoup d'adultes pendant la durée du projet. Euh, Comme dans les années 2021 et 2023, donc la première et la dernière année du projet, ont été des années similaires avec plus de 650 captures. On voit ici sur le graphique là, par semaine, ça forme une courbe de population normale, donc avec une montée et une baisse. Comme vous pouvez voir, dans certains cas, en 2021 et même 2023, la baisse est drastique. C'est parce qu'il y a eu quelques quand même, traitements, là. Euh, ce que vous pouvez voir aussi, c'est 2022, seulement pour 185 captures. Faut dire que c'était une année extrêmement pluvieuse. Il est évident et aussi noté dans la littérature là, que la mouche est quand même très sensible aux aléas de la météo. Elle est un insecte assez minuscule. Elle va chercher des abris dans ce temps-là, fait que c'est sûr qu'elle va, sa période d'activité va être réduite là, s'il y a des intempéries. Alors, ce qui est très intéressant à regarder, c'est ça, vous voyez un graphique là, pour les 3 années du nombre de captures par municipalité. Alors, comme vous pouvez voir, ce qui est vraiment, selon moi, là, la chose la plus importante à tirer de l'étude qu'on a fait, c'est que entre 2021 et 2023, on a passé de 18 sites positifs dans 9 municipalités à 2023 à 26 sites dans 12 municipalités. Comme on peut voir, évidemment, là, il y a vraiment un point chaud à Dolbeau-Mistassini, Albanel. Mais comme on peut voir, en 2023, d'autres municipalités commencent à avoir des captures non négligeables, là. On parle pas ici de une, deux, trois, mais bien d'une vingtaine de captures et plus, là. Mettons, on peut parler de Gérardville, Normandin, Sainte-Jeanne d'Arc, Sainte-Monique ou encore Saint-Méthode. Alors, ça nous a montré que la problématique est importante et avait tendance à s'amplifier. Donc, c'est vraiment important d'essayer d'adresser des solutions. On a fait aussi des captures de larves. Souvent, tu sais, les captures de larves sont représentatifs quand même euh, dans la littérature, ils disent que c'est à peu près 50% dû à l'importance des populations, mais aussi à la météo. Fait qu'on voit bien ici une démonstration de ça en 2022. On a eu beaucoup de difficultés à trouver des larves, tandis que normalement, là, 3 semaines après la capture des premiers adultes, on, euh, on peut commencer là, à capturer des larves là, dans les fruits. Alors, ça, c'est une carte juste pour vous montrer le point chaud, évidemment, qui est le Beau-Mistassini, au nord du lac. Comme c'est une carte qui est en rouge, c'est les municipalités qui étaient positives les 3 années du projet. En orange, 2 années sur trois, qui sont souvent les 2 dernières années, là, 2022-2023. Et en jaune, là, c'est seulement positif un an. Pour la grande majorité des cas, c'est des nouvelles municipalités qui se sont ajoutées en 2023. Les sites verts, c'est négatif, qui sont principalement les sites au Saguenay. Alors, pour la mise en place d'un réseau de dépistage dans une bleuetière, qu'est-ce qu'on a besoin pour établir un réseau de dépistage? Évidemment, le matériel, vous allez avoir besoin de pièges collants. On utilise des pièges collants qu'on appelle Ferrocon AN-Bait. Dans le fond, c'est des pièges avec des phéromones pour attirer l'insecte et qui viennent se coller sur le piège. Alors, vous allez avoir besoin des pièges collants, évidemment, de piquets de bois, de métal, des piquets de 4 pieds, des attaches. Les attaches, souvent, sont fournies avec les pièges, mais essentiellement, c'est comme, tu sais, les attaches vertes qu'on servait pour attacher les sacs de poubelle à l'époque, là, avec une petite barre de métal à l'intérieur. C'est essentiellement ces attaches-là. Ensuite, des ciseaux pour peut-être séparer les attaches qui viennent en paquet et des crayons feutres pour identifier les pièges. Évidemment, il est très important aussi de tenir un registre de dépistage, ce qui va vous permettre de documenter le travail de dépistage que vous faites dans votre bleuetière et de pouvoir ainsi là, vous servir de ces données-là pour prendre des actions. Alors, comme vous pouvez voir, ah oui, oui, juste un petit aparté, là, je vous ai mis un symbole de loupe. Évidemment, la mouche, elle mesure que quelques millimètres, alors elle peut être difficile pour certaines personnes qui ont une vision moins performante, entre autres comme la mienne, d'avoir une loupe avec soi. Ça, c'est une loupe à faible coût sur Amazon peut vraiment très bien faire le travail.
Alors, je vous ai mis aussi, comme vous pouvez voir là, sur l'image, là, on voit que le piège a été numéroté et la date a été installée, la date pour laquelle il a été installé est aussi inscrite. Quand même très important, parce qu'après ça, nous, on va, ben nous, le producteur qui dépiste la bleuetière va faire une carte sur laquelle il va écrire l'emplacement des pièges avec les numéros. Comme ça nous permet que quand on regarde ensuite le registre, on voit qu'exemple, le piège 1 et le piège 5 il y a des fortes populations. Bon, on sait qu'exemple, avec la carte, le piège 1 est dans le champ 3, le piège 5 est dans le champ 10. Fait qu'on sait que ces deux champs-là, ils sont affectés. Fait que c'est des champs qu'on va suivre. Donc, tu sais, c'est une information qui est bien importante. Et aussi, pourquoi qu'on écrit la date d'installation, c'est que les pièges doivent être changés aux 3 semaines, des fois peut-être avant, aux 2 semaines, dépendamment. S'il y a beaucoup, beaucoup d'insectes qui se sont collés, d'autres insectes, des fois, il y a des gros papillons, ce genre de choses-là. Alors, des branches, des feuilles avec le vent. Alors, quand le piège si vous voulez, recouvert de détritus et d'insectes, ben, il faut le changer pour faciliter l'identification. Ce que vous avez en bas, c'est un tableau, euh, dans le fond, de combien de pièges vous allez mettre dans votre bleuetière, dépendamment de la superficie de celle-ci. Alors, pour 2 hectares au moins, il est conseillé de mettre 4 pièges. Entre 3 et 5, 6 pièges. Entre 6 et 16 hectares, c'est une quinzaine de pièges. Et plus de 16 hectares, on dit 20 pièges, environ une piège par hectare, là, mais on arrête à 20, là, c'est un maximum. Pour des raisons techniques et économiques, évidemment, là, il y a une limite au nombre de pièges qu'on peut mettre et au nombre de temps qu'un dépisteur peut passer à dépister une lotière. À quel endroit il faut disposer des pièges? Alors, ça, c'est une très bonne question. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'encercler la bleuse. On va mettre des pièges en périphérie de celle-ci pour bien encercler. Il faut savoir que la mouche se tient vraiment dans les bordures des champs. Elle va être rarement à l'intérieur des champs. Elle va se tenir dans les 50 premiers pieds. Elle se sert beaucoup d'abri quand elle n'est pas en train de faire son activité, si vous voulez, de ravageur dans nos champs. Elle va se tenir à l'abri dans la majorité du temps les brise-vents, les boisés, les hautes herbes. Euh, Elle va se tenir, évidemment, c'est l'être humain là, qui la déplace. La mouche du bleuet vole très peu. Alors, si elle rentre dans votre entreprise, c'est parce qu'elle est rentrée avec le matériel, les véhicules, ce genre de choses-là. Donc, c'est l'humain qui va l'amener dans votre entreprise. Dans le fond, donc, ce qui est lié aux activités, comme si vous avez un entrepôt principal dans lequel les machineries sont stationnées, où les gens se stationnent, et il y a un boisé un petit peu en pourtour, une bande forestière, ce serait très intéressant d'en mettre un là. Et ensuite, c'est ça, dans les champs, à 8 à 10 mètres environ du bord du champ, et on essaie toujours d'être proche, c'est ça, d'un boisé, d'un brise-vent, ce genre de choses-là. Et on fait le tour de la bleuetière. Je vous ai mis sur une carte là, pour vous montrer un exemple. Euh, Mettons, on va dire que ou l'étoile, là, c'est l'entrée de la bleuetière, où ce que les équipements, tout ça. Pas mal tout le long de la ligne rouge que j'ai faite, qui fait la circonférence de la bleuetière, là, on voit que c'est un brise-vent qui fait tout le tour. Il y a certaines zones boisées à l'intérieur. Alors, on place les pièges à 8 à 10 mètres du bord du champ. euh, et comme on peut voir sur la carte, la mouche, elle va avoir plusieurs habitats, pardon, pour pouvoir se cacher, là. Alors, c'est une disposition, vous voyez, assez normale, là, ce que je vous montre à l'écran, pour une bleuetière d'environ 3 hectares. Alors, comme je vous ai dit, 8 à 10 mètres du brise-vent, du bord du champ, des hautes herbes ou encore d'un boisé. Euh, on met le piège, le piquet lui-même, on rentre à 45 degrés pour que le piège ait à peu près cet angle-là. On utilise les attaches qui sont fournies pour attacher les 4 coins du piège après le piquet et le piège fait face au sol, à environ un pied au-dessus de la culture. Parce que la mouche, elle va voler à peu près sa hauteur-là, là, à un pied au-dessus de la culture. Donc, c'est vraiment l'endroit idéal pour qu'elle soit attirée par le piège et qu'elle aille se coller. Euh, je pense que je pense que c'est assez clair pour ça. Donc, le registre. Très, très, très important de tenir un registre de dépistage. Dans ce registre-là, on écrit par piège le nombre de captures qu'on fait à chaque semaine, avec la date et des commentaires.
C'est intéressant de noter quand on a changé de piège aussi, quand on a fait une récolte, si jamais on fait un traitement, il faut le noter. Il faut continuer le dépistage après pour voir si le traitement a un effet. Ce qui va nous permettre de bien documenter le dépistage qu'on va faire dans la saison et de pouvoir aussi savoir où dans la bleuetière, à cause des neuropièges qu'on aura notés sur une carte et aussi dans le registre, savoir où se situent les populations de mouches à l'intérieur de notre entreprise. Alors, c'est vraiment un document qui est très important. Je vous conseille vraiment d'en tenir un à peu près de cette forme-là. Je tiens à vous préciser que quand vous faites le dépistage, quand vous trouvez une mouche, ça c'est sûr, c'est quelque chose qu'on va aborder dans les ateliers pratiques, mais quand vous trouvez une mouche, vous l'enlevez. Vous prenez un petit bâton de bois, un truc comme ça, et vous l'enlevez la mouche, parce qu'il faut pas les recompter de semaine en semaine, sinon ça va devenir exponentiel, puis ça va donner un mauvais signal là, de la population que vous avez. Je vous conseille fortement aussi d'enlever les cripettes noires des cerises, car celles-ci réduisent fortement la vitesse que le dépisteur va travailler au champ parce qu'à chaque fois, il faut qu'il vérifie si c'est pas une mouche. Alors, vous vérifiez, vous voyez une mouche, vous le notez dans le registre. Vous vérifiez, vous voyez une tripette, vous l'enlevez, vous le notez pas, ou vous pouvez le mettre dans les commentaires. Des fois, ça peut être intéressant de savoir que dans ce zone-là, on a des tripettes noires. Comme ça, on est plus à l'affût quand on fait le dépistage. Pour ne pas la confondre avec la mouche, évidemment. Alors, le seuil d'intervention. Ça, c'est une notion complexe. Il y a eu beaucoup de discussions cet hiver là-dessus. Euh, on s'est basé sur la littérature, qu'est-ce qui se fait aux États-Unis et dans les provinces maritimes. Grosso modo, la directive, c'est que le seuil est environ à une mouche par piège par jour. Alors, idéalement, dans un monde idéal, on fait du dépistage 2 fois par semaine, donc aux 3 ou 4 jours. Fait que dépendamment du 3, si c'est 3 jours, c'est le seuil, c'est vous allez dans le piège numéro 1, par exemple. Après 3 jours à 3 mouches, ben il a atteint son seuil. Après 4 jours et 4 mouches, il a atteint son seuil. Si vous y allez 1 fois par semaine, ben après 7 jours, il y a 7 mouches, il a atteint son seuil. Quand vous allez avoir atteint le seuil, il est recommandé d'appeler votre conseillère, d'en discuter, de regarder les cartes. Ça va dépendre aussi si vous avez une historique, si on voit une augmentation constante, à quel moment on est rendu dans la saison, il peut y avoir une recommandation de traitement localisé là, qui est faite. Je tiens à vous préciser qu'il est obligatoire d'attendre le début de la veraison avant de procéder à un traitement insecticide. La mouche va pas pondre là, dans les fruits verts. Comme je l'ai dit tantôt, primordial de continuer le dépistage, même après le traitement, ça vous permet de mesurer l'efficacité de celui-ci. Alors, il ne faut pas paniquer face à un arbre décisionnel comme ça. Je vous l'ai mis, j'ai essayé de faire un arbre décisionnel pour vous aider justement dans votre prise de décision, sans trop, tout en restant le plus simple possible. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment évident à faire. Alors, j'ai quand même tenté cette manœuvre. Alors, si vous me permettez, on va la regarder ensemble. On va essayer de comprendre là, ce réseau de flèches et et de bulles. Alors, comme vous pouvez voir, il y a deux sections à l'art décisionnel. À gauche, sans historique, donc une bleuetière que c'est soit la première fois qu'il se dépisse ou encore il se dépisse depuis quelques années, il n'a pas vu encore de mouche dans son entreprise. Et la section de droite en rouge, une bleuetière avec historique. Une bleuetière qui fait du dépistage depuis quelques années et qui a déjà trouvé de la mouche dans son entreprise. Alors, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, il est fortement recommandé d'avoir un plan de biosécurité. On en parlera tantôt de l'importance de celui-ci. Et particulièrement, ça fait partie aussi du plan lui-même de biosécurité, c'est particulièrement d'avoir un équipement qu'on appelle une station de biosécurité, bref, ce qu'on pourrait aussi appeler une zone de nettoyage, station de nettoyage de machinerie. C'est vraiment, si vous voulez, un des aspects les plus importants du plan de biosécurité. Que ce soit sans ou avec historique, il est très important de faire du dépistage. C'est d'ailleurs ce qui nous amène à discuter ensemble aujourd'hui. Euh, pour le sans historique, une bleuetière qui n'a pas encore trouvé de mouche chez elle, ou c'est la première fois qu'elle fait un dépistage. Alors, il est conseillé de mettre environ entre 3 et 5 pièges, au moins pour détecter un signal à des endroits clés dans les champs à production, pour détecter un signal, pour voir est-ce que j'ai de la mouche chez nous ou pas.
Euh, S'il n'y a pas de capture, la flèche de droite, s'il n'y a pas de capture, on poursuit le dépistage dans la saison et on poursuit le dépistage dans les années à venir de cette façon-là. Donc, c'est un dépistage qui est à moindre coût et qui se fait rapidement. Mais si par contre, on en trouve, idéalement, on veut savoir si on atteint les seuils, si on fait des traitements. Alors, dans ce cas-là, et aussi savoir exactement quelle est l'étendue de la problématique. Donc, il est conseillé de faire un dépistage régulier, là, fait que dépendamment de la grandeur de votre bleuetière, d'aller ajouter des pièges pour jusqu'à un maximum de 20 pièges, là, dépendamment de la superficie. Et si vous atteignez votre seuil d'une mouche par piège par jour, qui est environ, moi j'ai mis par semaine, parce que bien souvent, les gens ils ont quand même beaucoup de choses à faire, donc ils vont relever des pièges une fois par semaine. Euh, alors, s'ils atteignent le seuil de 7 mouches ou plus par piège par semaine, un traitement localisé dans la zone où ce que ces pièges-là sont situés peut être recommandé. Encore une fois, il va être important de parler avec votre conseillère pour parler de ça. La décision va être prise dépendamment, bien évidemment, de l'historique. Là. Dans ce cas-ci, on parle d'une bleuetière sans historique, donc ça ne sera pas ce facteur-là. Mais la date d'émergence, est-ce qu'il y a eu une augmentation constante dans les dernières semaines? À quelle date on est rendu? La récolte est quand? Ce genre de choses-là. Euh, mais si on n'atteint pas notre seuil, comme vous pouvez le voir en bas, 6 mouches ou moins, on poursuit le dépistage. Je tiens à vous dire que si vous allez dans une semaine, il y a une augmentation constante, on est encore tôt dans la saison, comme par exemple la mi-juillet, et que vous avez 6 mouches, vous avez passé de la semaine d'avant à 4, après ça à 6 mouches par piège, ben, on vous conseille fortement de peut-être à ce moment-là, ne pas attendre 7 jours avant de retourner voir les pièges, parce que vous allez probablement avoir atteint votre seuil et l'avoir dépassé, et là, ça va vous mettre un petit peu plus serré pour les traitements. Faut pas oublier qu'il faut vous laisser du temps. Les traitements, des fois, ça peut être long, là, faire venir un forfaitaire, avoir les produits, ce genre de choses-là. Alors, c'est important de suivre ça. À ce moment-là, vous pouvez, ce qu'on appelle intensifier le dépistage au niveau de la fréquence, c'est-à-dire y aller plus souvent. Alors, maintenant, une bleuetière avec un historique, ben, c'est un peu la même chose que pour les étapes d'une sans historique dans laquelle on trouve de la mouche. Donc, on fait un dépistage normal, comme je vous parle depuis le début, maximum de 20 pièges. On en parle avec sa conseillère, accompagnement agronomique, conseillère ou conseiller. Il est conseillé de faire des tests de larves parce que c'est une mesure intéressante qui nous permet de voir, parce que c'est la mesure que, exemple, les transformateurs vont utiliser pour voir si les lots sont contaminés, là, si vous voulez. Fait que c'est quand même important de pouvoir en faire, comme ça on voit si les populations de mouches peuvent engendrer, si vous voulez, une détérioration, pardon, du produit que vous allez vendre. Alors, comme je viens de parler, même chose, si vous atteignez votre seuil, parlez avec votre conseiller ou votre conseillère, un traitement localisé peut vous être conseillé, là, dépendamment de différents facteurs qu'on a nommés tantôt. Et si vous êtes un petit peu en bas de votre seuil, ben, on conseille de poursuivre le dépistage. Même chose si vous approchez de votre seuil, et possiblement aussi intéressant là, d'augmenter un peu la fréquence dans laquelle euh, que vous allez visiter votre dispositif de dépistage. Fait grosso modo, si on regarde ça sur une carte, mettons, c'est comme si on regardait un exemple de ce que ça pourrait donner. Alors, supposons que c'est ma bleuetière, j'ai dépisté et voici mes captures de cette semaine. On a vu une augmentation constante. J'en ai parlé avec ma conseillère. On surveillait, on voyait que le piège 2 et le piège numéro 6 qui se situent dans le même champ étaient proches du seuil. Et là, j'arrive, exemple, la semaine du 18 juillet, et j'arrive et je vois le piège numéro 2 et 10 qui ont 10 et 8 captures en une semaine. Alors, ces deux pièges-là ont dépassé le seuil une mouche par jour, donc de 7. Alors, il est conseillé d'appeler sa conseillère ou conseiller, d'en parler. Euh, les deux ensemble, vous allez regarder une carte, regarder les numéros de piège, et il pourrait être conseillé, par exemple, dans ce cas-ci, de traiter ce champ-là. Pourquoi qu'on fait ça? Ça n'a pas toujours été ça. Avant, là, dans le passé, il y a des blotières qui étaient traitées au complet. On fait ça pour réduire notre impact environnemental, réduire l'impact sur la santé des opérateurs et tout, et aussi de pas nuire aux ennemis naturels de la mouche du bleuet. J'ai récemment parlé avec un entomologiste. Il lui faisait un parallèle avec un autre ravageur aux États-Unis.
et au Canada, je pense, là, qui avait été grandement traité aux insecticides at large, là, si vous me permettez l'expression anglaise, euh, dans des grandes zones. Puis au final, le bilan, 10 ans plus tard, c'est que c'était pire qu'avant. Parce que sûrement, les conclusions du rapport étaient sûrement qu'ils ont nui aussi aux ennemis naturels euh, du ravageur. Donc, c'est important d'essayer de réduire notre impact environnemental. Et la bonne nouvelle, évidemment, aussi pour vous, c'est que ça va réduire grandement le coût des traitements. Maintenant, on va parler un peu du contrôle conventionnel et biologique de la mouche du bleuet, donc des traitements d'insecticides. Euh, Comme vous pouvez voir, je vous ai mis les différents produits qui sont homologués et qui démontrent une efficacité contre la mouche du bleuet. Euh, Moi, je suis pas ici pour vous recommander. Moi, je suis pas agronome, là, je suis biologiste. Alors, je suis pas ici pour vous recommander un produit ou un autre. Mais sachez que c'est des produits qui sont quand même bien connus. Euh, il y a peut-être le GF 120 là, qui est pas applicable avec une grande rampe. Mais pour les autres, c'est des produits qui sont efficaces. Ce que je vous dirais sur ces produits-là, c'est très important de vérifier et d'utiliser les produits avec un IRE et un IRS les plus faibles. Faire attention avec ces deux valeurs-là quand elles sont élevées. IRE, indice de risque sur l'environnement. IRS, indice de risque sur la santé humaine. Et je vous conseille fortement d'en parler avec votre conseiller ou votre conseillère et de valider aussi avec votre acheteur, votre transformateur qui achète vos bleuets pour voir si ces produits sont acceptés ou tolérés là, à l'usine. Alors, c'est bien important de faire ces vérifications-là avant de se lancer là, dans une demande là, de traitement auprès d'un forfaitaire ou de le faire vous-même, là. Alors, maintenant, on va rentrer sur une section qui est bien importante sur la biosécurité. Alors, principe de base général, la biosécurité, c'est quoi? Ben, c'est un ensemble de pratiques qui visent à prévenir, minimiser, gérer l'introduction et la propagation des organismes nuisibles. Évidemment, des ravageurs comme ça peut avoir un impact sur les rendements des entreprises. Donc, d'appliquer ces mesures-là, ça permet de contribuer à protéger les intérêts économiques et aussi à remplir ses obligations légales là, pour protéger l'ensemble du secteur, comme entre autres protéger les voisins, par exemple, qui peuvent avoir aussi des bleutières près de votre entreprise. Donc, le mot d'ordre, les entreprises doivent se munir d'un plan de biosécurité. Un plan de biosécurité, c'est quoi? En fait, un plan de biosécurité, c'est un plan de match qui contient plein de choses qui vous permet d'améliorer vos méthodes et donc ainsi de réduire l'introduction de ravageurs dans votre entreprise. Et il se base sur trois concepts importants. La bioexclusion, qui consiste à réduire les risques d'introduction dans votre entreprise de ravageurs. La biogestion, euh, qui vise à éviter de contaminer le secteur d'un secteur de votre entreprise à un autre, comme un exemple, un gros regroupement de champs, un autre regroupement de champs. Et le bioconfinement qui vise à réduire les risques de contaminer d'autres entreprises. Je vous ai mis ici une petite image de la trousse de biosécurité. Vous allez voir plus loin là, dans la présentation. À la fin, je vais vous remettre tous les liens là, vers les articles et documents importants et même vidéos, capsules d'animation importantes. Mais je tenais à vous le montrer. La trousse de biosécurité du Bleu Annais, c'est vraiment un outil très utile que vous avez maintenant qui contient plusieurs sections, puis essentiellement, c'est ça les sections d'un plan de biosécurité. Un plan de biosécurité doit dans le fond, considérer l'aménagement de votre bibliothèque. Comment elle est aménagée, comment elle se situe, quels sont les voisins, où est le chalet principal, quels sont les chemins d'accès. D'ailleurs, la circulation qui devrait parfois être plus à sens unique, avec une entrée et une sortie et une zone de nettoyage à l'entrée ou la sortie de votre bleuetière, donc une zone, une station de biosécurité qu'on appelle. Quels sont les amendements que vous mettez, parce que certains peuvent contenir des organismes nuisibles. La pollinisation, quelles sont la gestion, quelle est votre méthode de gestion des boîtes, des contenants, des palettes, outils de communication, est-ce que vous avez de l'affichage, des pancartes, est-ce que vous formez votre personnel, gestion des déchets, vente de bleuets frais, gestion intégrée et les registres. Bien important de tenir un registre, évidemment, de dépistage, mais idéalement aussi, comme ça se fait dans d'autres cultures, tenir aussi un registre des entrées et sorties des différents visiteurs de votre entreprise et travailleurs. Tout ça dans le but de bloquer, si vous voulez, trois choses, de contrôler,
comme vous pouvez voir sur l'image ici, les insectes nuisibles, euh, bloquer l'introduction de semences de mauvaises herbes, mais aussi de maladies, là, comme les maladies fongiques. Maintenant, si on parle plus de biosécurité en lien avec la mouche du bleuet. Alors, comme on a parlé tantôt, à la chute du fruit, les larves vont s'enfoncer là, de quelques centimètres dans le sol et passer l'hiver sous forme de pupe. C'est pour cette raison que toute quantité de ça, là, la pupe, comme vous pouvez voir, elle a à peine quelques millimètres. Euh, Dans le fond, toute quantité de sol peut en contenir. Donc, c'est un risque élevé de propagation de l'insecte. Donc, c'est bien important euh, de, si vous voulez, inspecter tout matériel et machinerie et autres qui peut contenir des petites quantités de sol, des détritus végétaux, d'humus, si vous voulez, ou encore des bleuets écrasés. Une des parties, selon moi, les plus importantes là, dans l'établissement d'un plan de biosécurité, c'est d'avoir une station de biosécurité. Nous, on en a fait l'installation, la démonstration. Peut-être certains sont venus l'année dernière à notre activité de vitrine. Vous voyez un exemple là, sur cette photo-là d'une station de biosécurité qu'on pourrait appeler idéale, un modèle de station de biosécurité. Essentiellement, c'est quoi une station de biosécurité? C'est une station de lavage de machinerie. On dit lavage ici, là, mais on n'utilise pas de produits ni de désinfectants. On parle vraiment de rincer à l'eau, de brosser et de rincer à l'eau. L'important là-dedans, c'est que l'eau puisse être récupérée, comme ici, on voit dans un système là, de gouttière, là, euh, dans lequel on met un filtre d'environ 1 millimètre pour récolter les pupes ou les larves d'insectes là, qui pourraient tomber au sol, et ensuite en disposer dans un sac de poubelle et amener ça là, à l'enfouissement. En fait, on peut mettre ça dans le bac vert, dans un sac bien fermé hermétiquement. Dans le fond, nous, on a monté ça, le système, pour que ce soit adapté aux bleuetières, donc un système qui fonctionne sans eau courante et sans électricité. Donc, essentiellement, c'est une machine qui pulvérise de l'eau à haute pression, qui est à essence, là, pour qu'elle puisse marcher fonctionner sans électricité, et elle est alimentée par de l'eau qui descend par gravité à l'aide d'un réservoir de 1 000 litres. Euh, je peux tout de suite vous rassurer, il y a des bibliothèques qui l'ont utilisé intensément et on n'utilise pas un si grand volume d'eau pour nettoyer les machineries, tout simplement parce que c'est pas comme laver une voiture là, quand on veut la rendre belle. Là, on lave pas tout le véhicule, on lave les parties qui sont en contact avec la culture, qui contiennent de la terre, des résidus végétaux. Donc essentiellement les roues. L'intérieur des ailes, c'est bien important. Souvent, il y a une accumulation qui se fait en arrière de l'aile, en arrière de la roue, si vous voulez, dans l'aile. Comme on voit ici, il y a des fourches pour des palettes. Quand c'est une récolteuse, c'est le peigne en avant. Et aussi, beaucoup important, le dessous, qui peut être en contact avec la culture. Et quand c'est des remorques, des trucs comme ça, évidemment, une boîte de camion, une boîte de pick-up, c'est important de la rincer aussi comme il faut, enlever les bleuets écrasés, ce genre de choses-là aussi. Euh, donc, essentiellement, c'est ça. La machine est alimentée par gravité. On vous conseille d'avoir un autre 1 000 litres, par exemple, dans une boîte de pick-up, dans un camion, qui vous permet de remplir un bidon avec l'autre, un réservoir avec l'autre, d'avoir une poubelle aussi à côté là, pour pouvoir mettre les déchets dedans quand le filtre est nettoyé et rincé, là, après quelques utilisations. Évidemment, peut-être vont voir cette grosse station-là et vous dire, c'est sûrement pas dans mes moyens d'installer ça dans ma bibliothèque. C'est pour ça qu'on a eu l'idée aussi de faire de ce qu'on appelle une station temporaire. Euh, c'est le même concept, sauf qu'on utilise une toile imperméable, une toile agricole, là. Vous voyez, là, je me souviens plus exactement de la grandeur de ça, mais c'était 5 par 10 mètres, ouais. Mais bref, c'est une toile qui se vend en longueur, là, en pied, là. Puis ça a coûté à peine 90 $ pour cette toile-là. Bref, il y a moyen de faire la même affaire à moindre coût. Essentiellement, c'est on prépare un peu le sol. Au lieu d'avoir une dalle de béton là, qu'on a coulé avec des gouttières, on fait simplement mettre peut-être un peu de gravier, utiliser une pente naturelle ou on en crée une nous-mêmes avec des râteaux, là, afin que l'eau se ramasse toute dans un coin, euh, comme ici, là, c'est le coin
le coin supérieur, là, le coin le plus en haut que vous voyez que l'eau se ramassait. On a utilisé la pente naturelle un peu qui était de ce sens-là. Euh, c'est facile, vous n'avez qu'à relever un peu les coins, là, faire des petits remblais de chaque, mettons comme dans ce cas-ci, c'est un remblai à droite et l'arête du haut. Fait que donc l'eau allait naturellement dans ce coin-là. On a creusé un trou dans lequel on a mis un seau, un dans l'autre, deux seaux, là, un dans l'autre. Le seau du fond avait le bas ben, les deux ont le bas enlevé dans le fond. C'est juste que lui qui rentre dans l'autre, quand on le vire à l'envers, on met le filtre avec du duct tape, n'importe quel ruban adhésif. Et là, on les rentre un dans l'autre, ce qui laisse un espace pour que l'eau puisse s'écouler entre les deux. Et ensuite, c'est facile, on lève la toile, on enlève le seau, on vide le contenu dans un sac de poubelle. On peut nettoyer avec une brosse, mettre un peu d'eau, et ensuite remettre le seau dans le trou, remettre la toile. C'est très efficace, ça fonctionne vraiment très bien. On a des producteurs qui l'ont essayé, ils ont été très satisfaits. C'est vraiment quelque chose qui est à moindre coût en plus. Euh, alors, nous, on croit évidemment, la grosse station que je vous ai parlé, que je vous ai montré tantôt, c'est l'idéal pour les grosses compagnies comme les Coop ou autres, là, qui ont beaucoup de circulation de matériel qui passe. Mais vraiment, là, pour toutes les entreprises devraient se munir d'une station minimum, là, une station de biosécurité temporaire comme je vous le montre à l'instant à l'écran. C'est sûr, au niveau des coûts, ça va beaucoup dépendre. Pour la station permanente, là, qui est en haut sur l'image, ça va beaucoup dépendre, dans le fond, là, du coût de la préparation de terrain. Couler une dalle comme ça avec des spécifications, avec ces spécifications-là, pourrait coûter environ 15 000 dollars. La préparation de terrain, ça, c'est évidemment, ça va dépendre de l'endroit où ce que vous voulez la placer. Idéalement, c'est toujours à l'entrée là, de la bleuetière. Alors, dans notre cas, nous, ça nous a coûté 20 000 là, d'excavation et tout, parce qu'on n'avait vraiment pas un terrain qui était prédestiné là, à avoir ce genre d'installation. Alors, le coût total avec tout l'équipement, là, c'est environ 35 000 tandis que la station temporaire nous a coûté environ 1 000 vraiment, tu sais, puis là-dessus, il y a la machine à pression qui coûte 500. Fait que le reste, c'est juste la toile, la tuyauterie, des bidons de 1000 litres et quelques briques ou roches là, peuvent faire l'affaire aussi pour tenir la toile. Alors, vraiment, on a beaucoup entendu dans le passé que c'est pas à votre portée, c'est trop cher, ce genre de choses-là. Mais je pense que je vous ai fait la démonstration aujourd'hui que c'est possible pour tous les producteurs de se munir d'une station de biosécurité, du moins temporaire. Tout ça peut être serré pendant l'hiver facilement et être mis en place l'année suivante. Alors, comme je vous ai dit, juste pour, là, vous voyez là, ce que je vous parlais, là, l'image en bas à gauche, là, on voit bien le Saint-Galon, comme on dit, dans lequel on avait retiré le fond et on a mis le filtre. Ça vient, c'est ça, comme je vous ai dit tantôt, là, ça vient en rouleau là, qui s'achète sur Amazon. Là. C'est un film de stainless avec des mèches là, qu'on appelle d'un millimètre. Alors, ça, cette diapositive-là, c'est vraiment pour vous montrer un peu les étapes. Alors, on brosse le plus gros avec une brosse. Ensuite, on nettoie à l'eau. Une fois qu'on a tout nettoyé ça, on nettoie, on enlève la machinerie, on nettoie la plateforme comme il faut pour être sûr qu'il reste rien. Et là, on récupère dans le filtre les, ça peut être après quelques utilisations, évidemment, dans la journée, par exemple, on récupère tous les détritus végétaux dans le filtre, on met ça dans un sac de poubelle et fermé hermétiquement, et tout ça est envoyé pour enfouissage. On a fait les appels nécessaires, on a vraiment eu les confirmations, tout ça, ça peut être mis dans le bac vert. Attention, ne pas mettre ça dans le compost, évidemment, parce que là, on travaillerait vraiment à sens contraire. Alors, si on essaie de résumer un peu les stations de biosécurité, pardon, les mesures de biosécurité dans le bleuet. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que tout matériel entrant dans votre bleuetière doit être inspecté et nettoyé au besoin. Et selon les directives du ministère, tout matériel sortant d'une bleuetière devrait être aussi être inspecté et nettoyé au besoin. Les producteurs, c'est ça, qu'est-ce que le règlement nous dit, c'est que les producteurs sont responsables de protéger leur entreprise. Ils peuvent donc refuser du matériel qui est envoyé chez vous. Ils ont aussi l'obligation de ne pas contaminer d'autres entreprises.
Le matériel, évidemment, doit être exempt de résidus de terre et végétaux quand il sort. Et le transport, très important, doit être adapté en conséquence. Nous, on vous conseille fortement, d'ailleurs, je vous surveille de suivre le RAP parce que dans le mois de juillet, le MAPAC va publier une fiche là, technique là, très précise là, sur la biosécurité dans le bleu N1 dans lequel il dit, mais j'ai trouvé ça très intéressant, je dois vous avouer que j'ai lu une version préliminaire, quelque chose qui a retenu mon attention. Il est vraiment conseillé là-dedans d'avoir, avec vos forfaitaires ou en même à votre transformateur, d'avoir vraiment comme des cahiers de charges dans lesquels c'est écrit, dans le fond, les mesures de biosécurité sont écrites. Euh, en fait, je sais que pour vous, on entend beaucoup entendu parler, problématique des palettes, ce genre de choses-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fond, chaque joueur, chaque acteur là, de la chaîne de valeur ou de la production de bleuets a un rôle à jouer au niveau de la biosécurité et chacun d'entre eux devrait normalement envoyer du matériel qui est sain. Alors, si tout le monde fait sa part, tout le monde essaie de nettoyer ses palettes, nettoyer ses boîtes, euh, euh, au final, le matériel qui va circuler, si on prend ces bonnes habitudes-là pendant quelques années, ben, au final, le matériel qui va circuler va être propre. Alors, c'est vraiment à tout le monde de mettre la main à la porte là-dedans. Mais sachez vraiment qu'il y a comme, on va dire, une obligation légale là, dans ces choses-là. Fait que c'est quand même important d'essayer de les respecter le plus possible. D'ailleurs, dans ce document-là que je vous ai dit, là, qui va sortir en juillet, il est aussi mentionné, là, moi, c'est la première fois que je voyais ça, les plateformes ouvertes servant au transport ne sont pas recommandées. En fait, eux autres, on parlait tantôt là, de bioconfinement, euh, eux autres, la directive est écrite comme ça parce que il y a des craintes que les bleuets soient un peu disséminés partout sur le chemin pour se rendre à l'usine, là. Alors, eux autres, ils conseillent pas d'avoir des remorques ouvertes ou encore, exemple, des boîtes de camion, des boîtes de pick-up. Euh, pour eux, c'est pas recommandé. Une petite information, j'ai écrit ici circulation en région, certificat de circulation. Euh, pour les producteurs qui peuvent être touchés par ça, des producteurs qui ont des sites dans notre région, mais aussi des sites dans d'autres régions, comme la Côte-Nord ou l'Abitibi, par exemple. Euh, le transport de matériel de notre région, une région réglementée à une zone non réglementée, dans le fond, ça, vous devez vous munir à avoir demandé, dans le fond, la permission par le biais d'un certificat de circulation. Ça a l'air compliqué, ça a l'air vraiment euh, de peut-être une étape avec beaucoup de paperasse, mais sachez que ce qu'on a entendu, c'est que c'est facile à obtenir et il est possible d'avoir un certificat, exemple, pour toute la saison. Vous ne demandez pas un certificat pour chaque déplacement. Alors, c'est très important, sinon vous êtes en infraction. On comprend pourquoi, évidemment, on veut éviter l'introduction du ravageur dans ces autres régions-là. Donc, sachez, pour les producteurs qui déplacent de la machinerie, du matériel ou autre, c'est très important d'obtenir ce certificat-là auprès du MAPAC. Je vous ai mis ici quelques documents utiles que je vous invite à consulter. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent implanter des stations de biosécurité dans leur entreprise, vous avez toute la documentation, que ce soit les prix, les matériaux, il y a des plans, vraiment tout ce que vous avez besoin pour soit faire la station de biosécurité permanente ou celle temporaire. Vous pouvez la retrouver sur AgriRéseau. Je vous ai mis aussi le lien vers la trousse qui contient tout ce que vous avez besoin pour créer une station de biosécurité, pardon, pour mettre en place un plan de biosécurité. Vous avez même des documents PDF comme des trucs comme, exemple, pour faire imprimer des pancartes de biosécurité, des choses là. Il y a vraiment plein de documents intéressants, des vidéos, des capsules d'animation, ce genre de choses-là. D'ailleurs, en parlant de vidéos, vous pouvez voir une vidéo qui montre l'utilisation des stations de biosécurité sur AgriRéseau, une vidéo qu'on a faite en collaboration avec le CRAAC, et aussi une capsule d'animation qui parle de biosécurité dans les bleuetières, qui pourrait être très, très utile à montrer à votre personnel, si vous avez du personnel à former. C'est une vidéo très simple, avec un visuel fort. Ça peut même, c'est pour ceux qui ont des travailleurs étrangers, par exemple, ça peut même, tu sais, la barrière de la langue est très faible là, quand on regarde une capsule vidéo comme ça. Alors, je vous conseille vraiment, ça peut être très utile là, pour vos besoins de formation de personnel et autres. Alors, si vous me permettez, on va mettre un petit frein
À notre formation. Je pense que c'était pas mal ça le contenu que je voulais vous présenter. Euh, c'est très important pour moi de remercier évidemment le programme d'innovation bioalimentaire qui a permis de financer cette formation-là qui va avoir lieu aussi l'année prochaine avec d'autres groupes. Alors, merci beaucoup au MAPAC pour ça. Ensuite, le CRAAC là, qui nous a beaucoup aidé euh, pour, euh, pour monter plusieurs contenus, là, entre autres, là, qui ont été utilisés lors de cette présentation-là. Le syndicat des producteurs de bleuets du Québec, qui a entre autres financé une partie aussi du projet, qui a fait aussi le don là, d'affiches pour les participants. Merci, merci à vous. Les MRC participantes et aussi les producteurs participants. Un gros merci aux producteurs qui sont là aujourd'hui. Ça montre votre intérêt, c'est encourageant parce que dans le fond, on voit bien que vous trouvez la problématique importante. Puis c'est vraiment, c'est ça le message qu'on va envoyer en fait aujourd'hui. La problématique est importante, la biosécurité est importante. On se cachera pas que le bleuet étant une culture, on appelle ça le bleuet semi-cultivé, c'est pas pour rien. Mais en même temps, ça fait que contrairement à d'autres cultures, comme les grandes cultures, la pomme de terre par exemple, on a possiblement moins de mesures de biosécurité qui étaient prises dans notre secteur. Alors, c'est vraiment important. La mouche du bleuet, en fait, elle ouvre le bal, là, mais c'est bon aussi, comme je vous ai dit, pour d'autres organismes nuisibles. Donc, c'est important là, qu'on se mette à la page là-dessus. Puis donc, votre présence aujourd'hui et votre intérêt pour ces formations-là là, démontre qu'on est dans la bonne direction. Alors, encore une fois, à tout le monde, merci beaucoup et bonne journée.